En dépit du fameux « enfin Malherbe vint », les poètes précieux continuaient allègrement, comme on l'a vu, d'aller leur train. Sans doute le découpage des 6 derniers vers du sonnet en distique et quatrain était devenu assez à la mode pour que Mathurin Régnier lui-même l'adopte à l'occasion. Et Dubois-Huss le choisit aussi, alors qu'il se borne à écrire un poème en strophe de 6 vers. Écoutons ces 6 construits sur le mode des sonnets de Jacques Pelletier-du-Mans et de Malherbe. Le monde change de couleur. Une générale pâleur efface les beautés des plaines, et les oiseaux surpris sur le bord des marais, courtisans des fontaines, se vont mettre à couvert dans le sein des forêts. Quelques brins d'écarlate et d'or paraissent attachés encore à quelques pièces de nuages. Des restes de rayons peignant tout alentour le fond du paysage font un 3e temps qui n'est ni nuit ni jour. N'y a-t-il pas, chez ce Dubois-Huss, comme un écho du promenoir des 2 amants? N'y a-t-il pas là une survivance de l'art précieux? Dans le second quart du XVIIe siècle, les Italiens avaient toujours la faveur publique. Un sonnet d'Annibal Caro, l'air était tranquille et l'onde claire, eut une telle vogue que la plupart des poètes voulurent le traduire. Même Voiture s'y mit, sur la demande de M. de Balzac. Il s'agissait de montrer que les yeux d'une belle avaient plus d'éclat que le soleil lui-même. Sur ce thème d'un goût contestable, sur ce sujet de la belle matineuse, les versions se succédaient. Voici celle de Voiture. Des portes du matin la menthe de Céphale, ses roses épandaient dans le milieu des airs, et jetaient sur les cieux nouvellement ouverts ses traits d'or et d'azur qu'en naissant elle étale. Quand la nymphe divine à mon repos fatal apparut, et brilla de tant d'attraits divers qu'il semblait qu'elle seule éclairait l'univers et remplissait de feu la rive orientale. Le soleil se hâtant pour la gloire des cieux vint opposer sa flamme à l'éclat de ses yeux et prit tous les rayons dont l'Olympe se dore. L'onde, la terre et l'air s'allumaient alentour, mais auprès de Phyllis on le prit pour l'aurore, et l'on crut que Phyllis était l'astre du jour. Et voici maintenant La belle matineuse de Claude de Maleville. Le silence régnait sur la terre et sur l'onde. L'air devenait serein, et l'Olympe vermeille et l'amoureux Zéphyr, affranchi du sommeil, ressuscitait les fleurs d'une haleine féconde. L'aurore déployait l'or de sa tresse blonde et semait de rubis le chemin du soleil. Enfin ce Dieu venait au plus grand appareil qu'il soit jamais venu pour éclairer le monde. Quand la jeune Phyllis, au visage riant, sortant de son palais plus clair que l'Orient, fit voir une lumière et plus vive et plus belle. Sacré flambeau du jour, n'en soyez point jaloux. Vous parûtes alors aussi peu devant elle que les feux de la nuit avaient fait devant vous. Je ne déciderai pas qu'il emporte de Voiture ou de Claude de Maleville. J'ai la faiblesse de trouver la version de Tristan l'Hermite moins entortillée et plus décisive. Mais l'intérêt que prenait la noblesse et la haute bourgeoisie à ces tournois rimés n'était guère fait pour ramener nos gens de plume au naturel. Chaque grande maison avait son poète favori. Tandis que la duchesse de Longueville protégeait Voiture, le prince de Conti protégeait Benserade. Celui-ci avait écrit un sonnet sur Job. Voiture, un sonnet à une dame qu'il décorait du prénom d'Uranie. Aussitôt chacun de prendre parti. Le prince de Conti se mit à la tête des Jobelins, la duchesse de Longueville à la tête des Uranins. Les passions étaient vives. On se serait cru au temps des Guelfes et des Gibelins. Heureusement, il n'y eut pas mort d'homme, mais une débauche d'écrits en vers et en prose, pour ou contre Benserade, pour ou contre Voiture. Voici le sonnet de Voiture pour l'amour d'Uranie. Il faut finir mes jours en l'amour d'Uranie. L'absence ni le temps ne m'en sauraient guérir. Je ne vois plus rien qui me pût secourir, ni qui sût rappeler ma liberté bannie. Dès longtemps je connais sa rigueur infinie, mais pensant aux beautés pour qui je dois périr, je bénis mon martyre,
et content de mourir, je n'ose murmurer contre sa tyrannie. Quelquefois ma raison, par de faibles discours, m'incite à la révolte et me promet secours. Mais lorsqu'à mon besoin je me veux servir d'elle, après beaucoup de peine et d'efforts impuissants, elle dit qu'Uranie est seule, aimable et belle, et m'y rengage plus que ne font tous les sens. Et voici le sonnet de Benserade sur Job. Job, de 1000 tourments atteint, vous rendra sa douleur connue, et raisonnablement il craint que vous n'en soyez point ému. Vous verrez sa misère nue, il s'est lui-même ici dépeint. Accoutumez-vous à la vue d'un homme qui souffre et se plaint. Bien qu'il eût d'extrêmes souffrances, on voit aller les patiences plus loin que la science n'alla. Il souffrit des maux incroyables, il s'en plaignit, il en parla. J'en connais de plus misérables. Vous direz-je le fond de ma pensée. Je ne trouve pas que ces sonnets vaillent une guerre, même une guerre de plume d'oie. Quand on relit toutes ces pages désuètes et dont la préciosité n'efface pas l'ennui, on est prêt à se dire qu'après tout, malgré Alceste et malgré Molière lui-même, le sonnet d'Oronte n'est pas si ridicule. Les vers de Benserade sentent le plat moraliste et ceux de Voiture le chercheur de pointe. Ce qui manque le plus à l'un et à l'autre, c'est la poésie. Et je comprends très bien que Pierre Corneille, le vieux Normand, se soit dérobé quand il eut à donner son avis. Que vous en semble? 2 sonnets partagent la ville, 2 sonnets partagent la cour, et semblent vouloir à leur tour rallumer la guerre civile. Le plus sot et le plus habile en mettent leur avis au jour, et ce qu'on a pour eux d'amour, à plus d'un échauffe la bile. Chacun en parle hautement, suivant son petit jugement, et s'il y faut mêler le nôtre, l'un est sans doute mieux rêvé, mieux conduit et mieux achevé, mais je voudrais avoir fait l'autre. À vrai dire, Voiture est déjà de cette race des virtuoses qui fleurit au déclin d'un art quand on abandonne l'essentiel, c'est-à-dire ce qui touche le cœur de l'homme, pour l'accessoire, pour le tour adroit de l'exécution. Le cœur n'a point de part chez Voiture. Tout se tourne chez lui en pirouette d'esprit, soit préciosité, soit bouffonnerie. Car Voiture cultive les 2 genres. Au sonnet, il confie la trouvaille difficile, entortillée de ruban. Au rondeau, car il ressuscita ce charmant moyen, assez oublié depuis Clément Marot, il réserve la plaisanterie, souvent assez lourde. Ne le suivons pas jusque-là. Admirons seulement son adresse d'ouvrier. Quand il compose le rondeau des rondeaux, ma foi, c'est fait de moi. Ma foi, c'est fait de moi, car Isabeau m'a conjuré de lui faire un rondeau. Cela me met en une peine extrême. Quoi? 13 vers, 8 en eau, 5 en M. Je lui ferais aussitôt un bateau. En voilà 5 pourtant, en un morceau. Faisons-en 8 en invoquant Brodeau. Et puis, mettons par quelques stratagèmes, ma foi c'est fait. Si je pouvais encore de mon cerveau tirer 5 vers, l'ouvrage serait beau. Mais cependant, je suis dedans l'11e. Et si je crois que je fais le 12e, en voilà 13 ajustés au niveau. Ma foi c'est fait. Admirons encore cette adresse quand il compose le rondeau à la belle Isabeau, et ses dons de petit maître de la réalité quand il nous mène chez la coiffier, la pâtissière en vogue, doublée d'une fine gargotière. Chez la coiffier, une demi-douzaine des nourrissons de l'enfant de Silène se trouveront ce soir, assurément. N'y manquez pas, diable emporte qui ment. L'affaire est faite, et la chose est certaine. Vous y verrez une table bien pleine. Tous les poissons, jusques à la baleine, iront ce soir, voguant horriblement, chez la coiffier. Nous chanterons jusqu'à perte d'haleine. Nous y dirons 1000 bons mots sans peine, car là, Phébus est en son élément. Et si ces vers ne coulent doucement, nous en ferons d'une meilleure veine chez la coiffier. Tout charmant qu'il soit,
Ces divertissements sans prétention n'auront pas de suite, car un magistère des rimeurs est venu, qui va donner le coup de grâce à la poésie lyrique, Boileau. Ne rendons pas Malherbe responsable de ce qu'a fait son trop zélé panégyriste. Malherbe, je l'ai dit, n'avait pas tort de protester à la fois contre le manque de naturel de la pensée et contre la banalité de la rime. Il n'avait même pas tort, au moment où l'alexandrin affirmait sa primauté, de croire que la bonne place des accents principaux du vers était à la césure et à la rime. Mais ce n'était là que règle générale. Faute d'admettre la nécessaire exception du rejet, et Boileau n'admettait pas, l'alexandrin allait rapidement sombrer dans ce ronron qui mettait Banville si fort en colère. On ne sait plus écouter Racine, car il faut une fine oreille pour apprécier comment Racine varie la position des accents. Du moins, grâce aux coupures qu'impose le dialogue, le vers de théâtre put se traîner tout au long du XVIIIe siècle, l'ode put suivre d'un pied compassé, mais le sonnet fut mis en terre pour plus de 100 ans. Il ne revivra, il ne reprendra toute sa verdeur qu'après 1830.